Arrivée du chef de l'État Alassane Ouattara ce mardi à Bruxelles, en Belgique, pour participer à une réunion d'aide pour le développement du Mali. Mais avant, le président Ouattara a rencontré le président de la Commission de l'Union européenne pour parler coopération. La salle d'accouchement, le bloc opératoire et le service de néonatologie du CHU de Yopougon sont fermés depuis hier pour des raisons de travaux. Les activités de ces services sont délocalisées à l'hôpital général de Yopougon, le constat dans ce journal. Accueil triomphal réservé aux troupes tchadiennes à leur arrivée en N'Djamena, la capitale du Tchad. Ces troupes sont de retour de Kidal, au nord Mali, où elles ont combattu les djihadistes auprès des forces françaises et maliennes. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour vous informer. Fin aujourd'hui de la visite du chef de l'État Alassane Ouattara au Qatar. Mais avant de quitter Doha pour Belgique, le président Ouattara est allé saluer son Altesse Cheikh Ahmad Ben Khalifa Al Thani, émir du Qatar. Je vous le rappelle, le président Ouattara a effectué une visite officielle de 3 jours au Qatar. Et après le Qatar, rendons-nous maintenant à Bruxelles où le chef de l'État ivoirien est arrivé ce mardi. Le président Alassane Ouattara prendra part à une rencontre de mobilisation de fonds pour le développement du Mali. Awa Touré. C'est à 16h, heure locale, 14h, heure d'Abidjan, que l'avion du président de la République Alassane Ouattara s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport Zaventem de Bruxelles en provenance de Doha au Qatar. Le président Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO, va prendre part mercredi à la conférence des donateurs pour le développement du Mali. Vous savez à quel point nous tenons à la réussite du processus de paix, de transition et d'élection au Mali. Et en tant que président en exercice de la CEDEAO, j'ai été invité à cette importante rencontre et je suis heureux d'être là et bien sûr nous en profiterons pour avoir quelques entretiens avec les responsables de l'Union européenne. Le président de la République Alassane Ouattara va mettre à profit ce séjour en Belgique pour échanger avec le président de la Commission de l'Union européenne, José Manuel Barroso, et le président du Conseil européen. Restons avec Awa Touré pour parler de la rencontre que le président de la République Alassane Ouattara a eue avec le président de la Commission européenne ce mardi au siège de l'Union à Bruxelles. Au menu de la rencontre, la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Le président de la République Alassane Ouattara et le président de la Commission de l'Union européenne, José Manuel Barroso, ont pendant près d'une heure fait un large tour d'horizon de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne, notamment le point du 10e Fonds européen de développement dont la mise en œuvre est pratiquement achevée et des perspectives du 11e FED 2014-2020. À l'issue de la rencontre, le président de la Commission de l'Union européenne a dit sa joie de revoir le président de la République de Côte d'Ivoire. C'est aussi sur des problèmes régionaux que nous avons parlé, mais bien sûr, j'ai voulu écouter aussi le rapport que le président Ouattara nous a fait des progrès dans votre pays. Et j'ai une grande confiance dans l'avenir de ce pays. Et j'ai une grande admiration pour tous les progrès que vous faites pour la stabilité, la démocratie, la réconciliation de ce grand pays qui est la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a pour sa part remercié le président de la Commission de l'Union européenne pour le soutien qu'il a toujours apporté à la Côte d'Ivoire pendant les moments les plus difficiles. Le président de la Commission nous a déjà rendu visite à plusieurs occasions, la dernière fois en Côte d'Ivoire au mois d'octobre. Et je venais le remercier pour le soutien important qu'il a toujours apporté à notre pays. Il a cru en nous pendant des moments très difficiles. C'est un grand démocrate, tout le monde le sait. Et la contribution de l'Union européenne a été essentielle dans la remise en ordre de l'État dans notre pays. Et je me réjouis de cette rencontre. Nous sommes là en fait pour le Mali, mais il n'empêche que nous avons beaucoup parlé de la Côte d'Ivoire. La situation politique, l'économie, les droits de l'homme, la réconciliation. J'ai dit au président que la situation s'est fortement améliorée et que nous avons tourné la page de la crise et nous sommes déterminés à faire en sorte que la Côte d'Ivoire redevienne le pays modèle qu'il a été il y a quelques années.
Notons que la Côte d'Ivoire a bénéficié d'un appui budgétaire de plus de 75 milliards de francs CFA de la Commission européenne. Une première tranche de 36 milliards a été payée en décembre 2012. Direction Tchad, c'est un accueil triomphal qui a été réservé aux troupes tchadiennes à leur arrivée en N'Djamena, la capitale du pays. Les troupes tchadiennes, vous le savez, ont aidé les forces françaises et maliennes à traquer les islamistes terrés dans les montagnes des Iforas dans le nord Mali. Reportage. Sur son visage, la sérénité semble avoir remplacé la tension provoquée ces derniers jours par des informations faisant état de la tentative de déstabilisation de son régime. Muni de sa désormais légendaire cadre, symbole de pouvoir, Idriss Déby Itno parade place de la Nation au cœur de N'Djamena. Le chef de l'État tient à rendre personnellement hommage aux hommes qu'il a envoyés en intervention au Mali. C'est un bataillon de 700 soldats accueillis en héros. Tous vos frères et sœurs réunis ici à la place de la Nation sont fiers de vous. Et l'histoire retiendra votre héroïque action au Mali. C'est le premier contingent de retour au pays depuis que le Tchad a annoncé le retrait progressif de ses troupes engagées au Mali. Des troupes dont le courage et la détermination ont été appréciés. Les soldats tchadiens ont combattu en première ligne aux côtés des Français dans la DRA des Iforas, où étaient retranchés des groupes djihadistes. Pour le déloger ces bandits, il n'a fallu que la puissance de vos armes. Vous les avez exterminés au prix de sacrifices de vos 30 soldats, frères d'armes, tombés sur le champ de bataille. Le commandant des forces armées tchadiennes en intervention au Mali, le général de division Oumar Bikimo, a été décoré. Tout comme le commandant en second, le fils du président Idriss Déby Itno. Mais le travail des soldats tchadiens au Mali n'est pas terminé. Les troupes restées sur place devraient intégrer la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. La MINUSMA, dans le Tchad, espère assurer le commandement. Et puis cette information, en bref, le président nigérian Goodluck Jonathan a annoncé avoir décrété l'état d'urgence dans 3 États du nord-est du pays, Borno, Yobe et Adamawa. Ces 3 États nigérians sont régulièrement le théâtre d'attaques de la part du groupe islamiste Boko Haram. Retour à Abidjan, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a procédé hier à la zone industrielle de Yopougon à l'inauguration d'une usine du groupe Ajinomoto, leader mondial des acides aminés dans le domaine de l'agroalimentaire. L'usine devrait desservir à partir de la Côte d'Ivoire 11 pays de l'Afrique de l'Ouest. Alvorassa. Le secteur privé en Côte d'Ivoire se développe avec l'appui des investisseurs étrangers. La preuve, l'inauguration de cette usine par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Usine spécialisée en production d'acides aminés dans les domaines de l'agroalimentaire. C'est savoir-faire de sociétés japonaises. On va travailler efficacement. Nous allons diversifier notre activité dans le futur. Pour le Premier ministre, cela s'inscrit dans la politique du gouvernement de faire du secteur privé le moteur du développement de l'économie ivoirienne. Vous savez, nos amis japonais travaillent de manière méthodique. Et vous allez voir que Ajinomoto va ouvrir la voie à 2 investissements donc importants qui vont se faire sur la Côte d'Ivoire. Nous souhaitons donc voir ces exemples-là se démultiplier de manière à ce que vraiment les emplois que nous cherchons pour nos jeunes, disons que puissent se développer. Toujours selon Daniel Kablan-Duncan, le secteur privé, tout en contribuant au développement du pays, lutte contre le chômage des jeunes. Il apparaît en fait qu'actuellement, ils utilisent 120 personnes et que leur intention, c'est de monter à plus de 250 personnes. Le personnel est essentiellement ivoirien. Disons que au niveau même de la direction, disons que vous avez beaucoup d'Ivoiriens qui y sont. Et bien sûr, au niveau donc des personnels, hommes comme femmes, ce que nous avons vu à l'ouvrage tout à l'heure. Et je crois en fait que c'est dans leur intérêt d'ailleurs, puisque le personnel délocalisé coûte plus cher. Ne serait-ce que cela. Et ils ont intérêt à utiliser donc le personnel local. Et je crois que l'entreprise l'a bien compris, c'est ce qu'elle est en train donc de faire. Rappelons que cette usine a été construite en 10 mois. Coût 1,7 milliard de francs CFA.
Elle fait partie du groupe Ajinomoto, leader mondial des acides aminés dans l'agroalimentaire. Et à partir de la Côte d'Ivoire, elle va desservir 11 pays de l'Afrique de l'Ouest. Le vice-président de la Société financière internationale SFI pour l'Afrique subsaharienne, l'Amérique latine et les Caraïbes est arrivé cet après-midi à Abidjan. C'est la première visite de Jean-Philippe Prosper en Côte d'Ivoire depuis sa nomination en février dernier. Il aura des séances de travail avec les autorités ivoiriennes et le secteur privé. Son séjour à Abidjan sera marqué également par la signature dès demain d'un accord de coopération entre le gouvernement, avec le gouvernement ivoirien en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Et aujourd'hui, le chef du gouvernement a pris part à la restitution des travaux de réflexion du Centre régional d'évaluation en éducation, environnement, santé et d'accréditation en Afrique, CRESAC. Ces travaux visent l'amélioration de la santé des populations de 5 pays membres du Centre régional. Les conclusions de ces travaux ont été remises à la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Alvorassa. La qualité de la santé des populations des pays membres du Centre régional d'évaluation en éducation, environnement, santé et d'accréditation en Afrique CRESAC préoccupe les autorités sanitaires de ces pays. Et c'est pourquoi les responsables sanitaires de ces pays, le Bénin, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon et le Sénégal ont réfléchi sur des stratégies pour améliorer la santé de leur population. Et cela est constitué dans des référentiels. Le défi de l'accueil du patient, la gestion des déchets sanitaires et médicaux, le groupage sanguin, la gestion des risques infectieux. Ce sont des documents qui permettent à 5 États membres de respecter des normes en matière de santé. En plus des normes, c'est surtout la certification de qualité, la qualification ISO, qui est très importante. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, lors de cette cérémonie, s'est dit satisfait des résultats des travaux. Il soutient qu'au-delà de ces résultats, les pays membres du CRESAC vont harmoniser leur politique sanitaire. C'est l'occasion pour moi d'inviter les États membres à jouer pleinement la carte de la solidarité et à s'approprier les référentiels du CRESAC. Je les invite également à apporter tout leur soutien au CRESAC, qui peut être considéré à juste titre comme un modèle d'intégration sous-régionale et de coopération sud-sud, au regard de l'intérêt de plus en plus affirmé de plusieurs pays pour cette institution. Pour une meilleure gestion de ces résultats, un comité de suivi est mis en place. Il va veiller à l'application des référentiels pour des soins de qualité dans les hôpitaux en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Bénin, au Cameroun et au Sénégal. Aujourd'hui, 14 mai, la journée mondiale de l'hypertension artérielle a été célébrée. L'accident vasculaire cérébral constitue l'une des complications de l'hypertension artérielle. Le CHU de Cocody à lui seul enregistre plus de 200 cas d'AVC par an. Comment se fait la prise en charge des cas d'AVC? Gros plan sur l'accident vasculaire cérébral avec Delphine Ougla. Trècheville Arras 1, premier étage. Là habite Dame Amalan. Elle a 67 ans. Il y a 2 ans, elle a fait un accident vasculaire cérébral. On est parti à l'église, on est venu un demain matin, je me suis levé, j'ai dit je m'en vais aux toilettes. Arrivé là-bas, je suis tombé comme ça. Dame Amalan, qui vaquait avant à ses occupations, qui s'alimentait seule, faisait ses besoins naturels seule, prenait sa douche seule, est réduite à rien depuis 2011. Aujourd'hui, elle est incapable de tout sans le soutien de sa famille. Quand je me lave pour enlever les choses serment là, c'est les enfants qui enlèvent tout cela là-bas pour venir, moi je ne peux pas faire. L'AVC est l'une des premières causes de handicap moteur, c'est-à-dire de paralysie. Monsieur Ya, lui, a eu un peu plus de chance. Il n'était pas loin d'un AVC quand il a été évacué à la Ligue ivoirienne contre l'hypertension artérielle. Ce patient nous est arrivé à 24 de systolique. Il est en observation, on est en train de faire baisser ses chiffres pour éviter justement qu'il passe en AVC. L'hypertendu lui-même éprouve quelques difficultés de langage. Quand je marche trop, j'ai le vertige. Le principal facteur de l'AVC, l'accident vasculaire cérébral, est l'hypertension artérielle. L'AVC est l'une des principales causes d'hospitalisation dans les services de neurologie, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'ailleurs dans le monde. Au CHU de Cocody, c'est un peu plus de 200 personnes victimes d'AVC que l'on enregistre par an.
La prise en charge reste la prévention, le suivi médical et la rééducation en cas de paralysie. Quelqu'un qui est hypertendu a 4 fois plus de possibilités de faire un AVC que quelqu'un d'autre. Au niveau de l'AVC, dès les premiers signes, notamment un début de paralysie, un trouble du langage, il faut aussitôt se rendre aux urgences médicales ou consulter un médecin. Et enfin, quand l'AVC est déclaré, il faut aussi un suivi médical avec le traitement qui va avec et de la rééducation, donc aussi bien motrice pour les paralysies que orthophonique pour le trouble du langage. Pour éviter les AVC, l'hypertendu doit suivre son traitement à vie, mais le coût des médicaments est jugé onéreux. On nous a donné ordonnance, présentement on n'arrive pas à payer. J'ai dit, les gens, le nous aider, les faire le médicament là, gratuit comme SIDA là aussi. L'hypertension n'épargne personne. Pour éviter la maladie et à la longue des accidents vasculaires cérébraux, il est conseillé de bien gérer le stress, les soucis, d'éviter l'alcool, le tabac, d'éviter de manger trop salé, trop gras, trop sucré et d'éviter d'être sédentaire. Deuxième titre de ce journal, la salle d'accouchement, le bloc opératoire et le service de néonatologie du CHU de Yopougon sont fermés depuis hier pour 2 mois au public. L'instruction a été donnée par le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. Les activités de ces services sont délocalisées à l'hôpital général de Yopougon. Le constat avec Honorine Agnigouri. Un dispositif exceptionnel a été mis en place par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida à l'hôpital général de Yopougon-Atié. Ce dispositif comprend le personnel du CHU de Yopougon et les équipements techniques. Il vise à garantir la prise en charge des usagers pour les accouchements et les interventions chirurgicales éventuelles. Quelques femmes enceintes apprécient les prestations des sages-femmes et des services. Je me fais suivre par la sage-femme Madame Eddy. En tout cas, il faut dire qu'elles sont très gentilles. Tout se passe bien. Premier jour, on vient là, on nous donne carnet. Les gars, elles nous ont pas dit de payer quelque chose ici en tout cas. Pour la directrice de cet établissement, ça se passe bien. Nous avons maintenant les accouchements qui sont multipliés par 3, du coup tout se passe bien. Nous avons une salle de néonatologie qu'on n'avait pas avant. Les conditions de travail se sont améliorées. Il y a un bloc opératoire fonctionnel avec des lits et les équipements qu'il faut. En tout cas, nous avons le minimum. Selon la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Kofi Goudou, cette relocalisation du bloc obstétrical du CHU de Yopougon est due aux travaux de réhabilitation pour cause de dégradation avancée des locaux. Depuis donc le 13 mai, les parturientes et les malades sont reçus à l'hôpital général de Yopougon-Atié. Un pas de plus vers l'instauration d'un cadre juridique adapté à la lutte contre la cybercriminalité en Côte d'Ivoire. 2 lois sur la cybercriminalité ont été adoptées aujourd'hui en commission. Elles ont été présentées ce matin par le ministre de la Poste et des TIC aux députés. Les précisions de Vitorine Yaoyobwe. La cybercriminalité était jusque-là considérée comme un acte d'escroquerie en Côte d'Ivoire. Avec ce projet de loi présenté par le ministre de la Poste, des Technologies de l'Information et des Télécommunications à l'Assemblée nationale, un cybercriminel est désormais passible d'une peine d'emprisonnement allant de 1 à 20 ans avec une amende de 500 000 à 100 millions de francs CFA. La cybercriminalité est l'ensemble des infractions pénales qui se commettent au moyen ou sur un réseau de télécommunications ou un système d'information. En ce sens, le présent projet de loi concerne toutes les infractions relatives à la cybercriminalité, ainsi que toutes les infractions pénales dont la constatation requiert la collecte d'une preuve électronique. Son adoption permettra à la Côte d'Ivoire de se doter d'un instrument juridique adéquat de lutte contre la cybercriminalité dans l'intérêt des utilisateurs de TIC, des entreprises et des pouvoirs publics. Bruno Koné ajoute que le gouvernement va par ailleurs renforcer la sensibilisation des utilisateurs des TIC, notamment les jeunes. Des étudiants venus assister au débat à l'hémicycle ont marqué leur intérêt. Nous avons été longuement sensibilisés sur ce fléau et nous avons pu le constater avec les faits. Les lois ou les articles en tout cas qui ont été examinés sont essentiels parce qu'ils visent à protéger vraiment le jeune
contre les menaces des cybercriminels. Le deuxième projet de loi adopté par la Commission des affaires institutionnelles et juridiques porte sur la protection des données à caractère personnel. Ces données font référence, entre autres, au nom, au numéro de téléphone ou de carte bancaire. En protégeant ces données, le gouvernement entend sauvegarder la dignité des populations. Si la Côte d'Ivoire se dote de ces deux textes de loi, elle sera au diapason des autres pays de la CEDEAO et de l'Union européenne engagés depuis des années dans la lutte contre la cybercriminalité. La préinscription en ligne des candidats au baccalauréat 2013 a démarré aujourd'hui. L'opération est gratuite cette année et elle permettra de faciliter l'accès des bacheliers aux universités publiques, aux grandes écoles privées et à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Cette préinscription est coordonnée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à travers la direction de l'orientation et des examens. Maïsako. À la différence de l'année 2012, la préinscription en ligne pour les candidats au bac 2013 intervient avant l'examen du baccalauréat. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, par le biais de la DORES, procédera à la préinscription en ligne des candidats au bac 2013. Du mardi 14 mai, c'est-à-dire aujourd'hui, jusqu'au vendredi 21 juin 2013. Cette préinscription en ligne est entièrement gratuite. Pour s'inscrire en ligne, les candidats au bac doivent se rendre sur les sites suivants: www.dorex.edi.ci, www.dorexci.net. Une fois sur l'un de ces deux sites, il suffit de cliquer sur la case préinscription en ligne phase 1 pour accéder à la procédure de préinscription. Après s'être informés sur la procédure, les candidats au bac peuvent passer à la préinscription proprement dite, selon que leur choix se porte sur les universités publiques ou les grandes écoles privées. Cette préinscription en ligne est bien accueillie par les élèves en classe de terminale. Je pense que c'est une bonne chose parce qu'il y a des fois les élèves sont orientés dans les écoles ou dans les filières auxquelles ils n'ont pas voulu aller. On nous avait dit ici que ça coûtait 10 000 pour s'inscrire dans les différentes universités. Donc, si c'est gratuit et tout, que c'est une bonne chose. L'inscription en ligne favorise d'avoir un grand nombre d'élèves, c'est-à-dire ça va désengorger, puisqu'avant on procédait par les rangs dans les universités. Or, en ligne, rester chez soi à la maison, c'est plus rapide et plus efficace. Un guide expliquant toutes les offres de formation est également disponible sur le site. La préinscription en ligne prend fin le 21 juin 2013. Restons dans le chapitre de l'enseignement. Le ministère de l'Éducation nationale se félicite du retour de la sérénité au sein de l'enseignement primaire et secondaire. Après les dernières perturbations dues aux grèves des enseignants, la ministre Kandia Camara a reçu ce jour les différents syndicats du système éducatif. La rencontre a permis de faire le point de l'année écoulée. La ministre a saisi l'occasion pour remobiliser tous les acteurs de l'éducation à la veille des examens de fin d'année. L'association interprofessionnelle de la filière coton a annoncé au cours d'une conférence de presse au siège de la CIDT à Boaké le prix d'achat du coton graine et de la cession des intrants au titre de la campagne 2013-2014. Les différents prix ont été annoncés par le président du conseil d'administration de la filière coton, Thio Lassina. Ces prix sont de 250 francs pour le coton de premier choix et de 225 francs pour le coton de second choix. Kwadjo Kwame. Réuni en session extraordinaire, le conseil d'administration de l'Intercoton a déterminé les prix d'achat du kilogramme de coton graine et de cession des intrants au titre de la campagne 2013-2014. Les prix d'achat du coton graine garantis au titre de la campagne 2013-2014 ont été arrêtés comme suit. Coton premier choix, 250 francs le kilo. Coton deuxième choix, 225 francs le kilo. Les parties ont convenu de récalculer les prix en tenant compte des paramètres de production réalisés, du prix moyen et du prix moyen de la graine. Il faut préciser que ces prix sont en légère diminution par rapport à ceux des deux dernières campagnes qui étaient de 265 francs pour le premier choix et de 240 francs pour le coton de deuxième choix, à cause de la baisse du cours sur le marché mondial. Ces prix sont conformes aux vœux du chef de l'État de verser au moins 60% du prix CAF
aux producteurs. S'agissant du prix des intrants, ils ont été fixés comme suit. Le NPK, 330 francs le kilogramme, soit 16 500 francs le sac de 50 kg. L'urée, 285 francs le kilogramme, soit 14 250 francs le sac de 50 kg. Les insecticides, 35 000 francs l'hectare pour tout le cycle culturel. Ces prix feront l'objet de signature d'un accord interprofessionnel entre les parties prenantes, producteurs, sociétés cotonnières et intercotons. Demain, mercredi 15 mai, c'est la journée internationale de la famille. Elle a été instituée en 1993. Cette commémoration vise la sensibilisation de la communauté internationale aux problèmes que connaissent les familles dans le monde. Le message du gouvernement ivoirien à la faveur de cette journée a été recueilli par Honorine Agnégori. Cellule de base de la société et premier cadre de socialisation des individus, la famille mérite une grande attention de la part de l'État en vue de la prise d'initiatives pour son épanouissement. Au nombre des initiatives entreprises par l'État, depuis seulement 2 ans, pour assurer le bien-être des familles, il faut rappeler les programmes de logements sociaux, la gratuité totale puis ciblée pour les soins de santé, la distribution gratuite de kits scolaires dans le primaire, la sécurisation du territoire national, les programmes d'adduction d'eau potable et d'électrification, l'amélioration des infrastructures routières et la réalisation de travaux d'envergure. Pour le gouvernement, après plusieurs années de crise, il convient d'accorder une attention particulière aux conditions de vie de la famille à travers une politique volontariste de promotion des valeurs morales, clé indispensable à l'harmonie familiale. Aussi voudrais-je, au nom du gouvernement, lancer un appel solennel à la mobilisation des familles pour la réconciliation nationale. C'est ensemble que nous pourrons aller à cette indispensable réconciliation. La famille ivoirienne doit jouer pleinement son rôle. Elle doit cultiver en chacun de ses membres l'esprit de paix, de vérité, de liberté, de pardon, d'amour, de respect et de tolérance. Pour la commémoration de cette journée internationale de la famille, le gouvernement invite à la réflexion sur le thème « Les familles face aux défis de la nouvelle Côte d'Ivoire réconciliée et émergente à l'horizon 2020 ». Les domiciles, immeubles et autres sites publics ou privés occupés depuis la crise post-électorale seront libérés d'ici la fin de cette année. L'annonce a été faite récemment par le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi. Marie Longoran nous en parle. Les domiciles, immeubles et autres sites publics ou privés occupés depuis la crise post-électorale par les ex-combattants ou les démobilisés seront libérés d'ici la fin de l'année 2013. Le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, a donné cette information au cours d'une rencontre tenue à son cabinet. Une rencontre pour lancer officiellement l'opération de libération des sites illégalement occupés. L'objectif de l'opération, c'est donc d'identifier tous ces sites, ces lieux, en faire une typologie et puis mener des opérations de déguerpissement. Naturellement, nous allons axer le travail sur la sensibilisation, la communication, afin que cela puisse se faire tranquillement, sans accroc. Et dès lors que cette période de sensibilisation sera passée, évidemment, nous serons obligés de le faire en utilisant la force légale. Le ministre Paul Kofi Kofi a également indiqué qu'un atelier sera organisé dans les prochains jours avec les différents acteurs afin de préparer le plan d'action de cette opération qui sera menée avant la fin de l'année. Pour terminer